Madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec aujourd'hui l'accueil de madame Clara Chapas, secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, dans le cadre des travaux de la mission d'information de la Commission des lois, qui est consacrée à l'influence actuelle et à venir, délégué Lata et délégué Ferenda, diraient les juristes, du développement des logiciels d'intelligence artificielle générative sur les professions juridiques. Il est vrai que, madame la ministre, je pense que nous serons d'accord sur ce constat, le développement et la progression assez remarquable et continue des outils d'intelligence artificielle générative suscitent l'intérêt de la Commission des lois. C'est un intérêt que nous avons souhaité concentrer sur les professions juridiques. Alors, un champ de mission qui pourrait paraître restreint, effectivement, parce que l'intelligence artificielle générative touche tant de pans de la société. Mais d'une part, nous sommes à la Commission des lois, donc nous nous intéressons à nos sujets, et notamment au sujet de la justice. Et d'autre part, il nous a semblé aussi que le fait de centrer de façon plus précise cette mission d'information pouvait nous permettre aussi de gagner en précision d'analyse et de nous éloigner sans doute des lieux communs qu'on peut entendre sur l'intelligence artificielle générative. Mais je suis sûr que nos rapporteurs sauront s'en éloigner. Et puis, il faut dire que la matière juridique se prête particulièrement au développement de ces outils, puisque l'analyse juridique, la matière juridique, c'est une tâche d'analyse, de rédaction, de synthèse, et ce sont des tâches que l'intelligence artificielle peut, a priori, je dirais, appréhender. Et il y a d'ailleurs nombre d'entreprises, de start-up en la matière dans le domaine juridique. Bien sûr, ça n'est pas sans provoquer des réactions, des inquiétudes, que partagent d'ailleurs certains professionnels du droit, une partie de nos concitoyens. Il faut, je crois, et c'est sain d'être inquiet, en tout cas, de se répéter que la justice est un domaine dans lequel ce sont bien des êtres humains, des hommes et des femmes, qui prennent des décisions souvent lourdes. Mais même si il me semble aussi que l'intelligence artificielle doit être un outil sur lequel ils doivent pouvoir s'appuyer, mais ça n'est qu'un outil et ça ne peut pas prendre, me semble-t-il, la place de ceux qui rendent la justice ou qui interviennent en matière judiciaire. Donc, par cette mission d'information, dont Mme Marie-Pierre de la Gontrie et M. Christophe-André Frassa, ici présents, ont été désignés rapporteurs, la Commission a donc entendu apprécier les conséquences actuelles, mais aussi potentielles, de cette évolution technologique sur les métiers du droit. Les rapporteurs ont veillé à consulter par un vaste programme d'audition, pas moins de 97. Vous êtes la 98e personne à être entendue, Madame la Ministre. Eh oui, on sent cet air légèrement fatigué qui est l'heure n'est pas dû à autre chose qu'à un travail intense, puisque de surcroît, ils ont compilé une 50aine de contributions écrites. Tout le monde est intervenu, tous les acteurs en tout cas intéressés par ces enjeux, les avocats au conseil aussi, les magistrats judiciaires administratifs, les greffiers, les procureurs, les juristes d'entreprise, les commissaires de justice, les notaires, les conseillers en propriété intellectuelle, les universitaires, les principales écoles de droit, les éditeurs juridiques, les entreprises du secteur, celles qui sont concernées sans doute au premier chef aussi, et les associations, ainsi que les services du ministère de la Justice. Je pense avoir été exhaustive. Je regarde Madame et Messieurs les rapporteurs. Et votre audition marquera, Madame la Ministre, la clôture de ce cycle d'audition. Nous allons enfin pouvoir finir en vous écoutant, nous exposer la politique du gouvernement en matière d'intelligence artificielle générative. Notamment, nous souhaitons savoir si le gouvernement fera sienne la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle qui a été initiée en 2018. Et avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, si vous voulez bien, puis de laisser bien sûr les rapporteurs et le cas échéant les collègues présents vous questionner, je souhaitais pour ma part soulever une question d'ordre général. Donc vous détenez au sein de ce gouvernement un portefeuille spécifique qui est à l'intelligence artificielle. Comment envisagez-vous assez concrètement l'action de l'État, puisqu'il existe une direction administrative centrale, la direction générale des entreprises, qui est censée définir des mesures générales en matière d'intelligence artificielle, et des services d'administration qui relèvent de ministères qu'on pourrait qualifier sectoriels, à l'instar du ministère de la Justice. Comment envisagez-vous le travail de ces deux types d'agents, de fonctionnaires qui vont être amenés à faire fonctionner à la fois un système général et
un système qui rencontre des problématiques très spécifiques. Merci donc de votre intervention qui va prendre, je le pense, une quinzaine de minutes, Madame la Ministre. Très bien. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de me recevoir ici pour cette invitation à participer à cette audition et donc conclure le cycle d'audition très foisonnant que vous avez mené. Je suis honorée de pouvoir échanger aujourd'hui avec la Commission des lois sur ces sujets essentiels qui touchent à la fois l'innovation technologique mais aussi la transformation de notre société et de ses métiers. Cette audition est une occasion précieuse pour nous de pouvoir partager la vision du gouvernement et les actions concrètes que l'on mène pour accompagner ces mutations majeures. Le développement des legal tech, les startups du droit, et de l'intelligence artificielle, notamment générative, dans ce domaine, incarne une vraie révolution technologique que nous devons collectivement comprendre, encadrer, mais aussi encourager. Le Sénat, par sa mission d'information à travers vos travaux, joue un rôle clé pour éclairer ces enjeux complexes et je vous en remercie. Je salue d'ailleurs l'engagement des rapporteurs, Monsieur Christophe-André Frassa et Madame Marie-Pierre de la Gontrie, pour la qualité et la profondeur des échanges que vous avez pu mener jusqu'ici. Votre rapport, attendu très prochainement, je crois, constituera, j'en suis certaine, une ressource précieuse pour nous aider à faire continuer à avancer ces sujets. Avant d'entrer dans le détail du sujet qui nous réunit aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, je me permets de faire un petit pas de côté pour vous dire quelques mots sur la feuille de route que j'entends me fixer en tant que secrétaire d'État chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. 4 grands objectifs dans cette feuille de route. La première, faire de la France une grande puissance de l'intelligence artificielle au service des Français et de la société. La deuxième, donc soutenir notre tissu de jeunes entreprises innovantes tout au long du cycle de leur vie. Troisièmement, protéger notre espace numérique et construire un cadre de régulation équilibré qui favorise l'innovation tout en préservant notre souveraineté. Et quatrièmement, promouvoir un numérique inclusif, responsable et durable qui profite à l'ensemble de nos concitoyens et non pas à certains d'entre eux. Ces 4 objectifs constituent une réponse aux défis toujours plus nombreux que nous devons relever en France mais aussi en Europe dans le champ du numérique et plus généralement celui de l'innovation et de la compétitivité. Le contexte mondial, vous le connaissez, les tensions géopolitiques sont croissantes, la concurrence économique accélère. Certains résultats électoraux d'il y a peu sont lourds de conséquences, y compris chez nos alliés historiques, et donc l'Europe doit plus que jamais être à la hauteur. Au quotidien, réunir les forces vives dans cet effort commun sera pour moi un viatique. C'est, selon moi, l'unique voie qui nous permettra de construire une société numérique innovante et de confiance, qui est certainement la carte la plus importante de ce que nous bâtissons en Europe, cette confiance, afin de permettre à chacun de nos concitoyens de se reconnaître dans les mutations qui sont impulsées par la technologie, au premier lieu duquel l'intelligence artificielle. Cette voie, nous devons la construire ensemble, chacun dans son rôle, grâce à une méthode de travail ouverte que je m'emploierai à respecter. Et je sais donc pouvoir compter sur votre engagement dans cette démarche pour éclairer nos réflexions. Spécifiquement sur l'intelligence artificielle, nous en parlions, avant que nous puissions nous concentrer sur les professions du droit. Je voudrais vous partager quelques ambitions que je cultive sur la diffusion de cette technologie pour notre pays. Mon objectif, c'est d'abord et avant tout de faire de la France une grande puissance de l'IA. Une grande puissance de l'IA, pas simplement d'un point de vue économique, mais aussi et avant tout au service des Français. Au service de toutes et tous, s'assurer que cette technologie puisse servir vraiment au plus grand nombre. La France occupe une place incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce succès n'étant pas le fruit d'un hasard, mais le fruit d'efforts constants avec des résultats qui se chiffrent déjà. Plus de 1000 startups en IA, avec certaines reconnues dans le monde entier, Mistral AI, Hugging Face, Ash, Photoroom, Akemia. J'étais pour ma part à San Francisco la semaine dernière et je vous en témoigne de première main. Les entreprises avec lesquelles nous avons échangé nous ont toutes demandé des informations sur ces startups françaises qui sont reconnues d'un point de vue scientifique et d'un point de vue du potentiel des solutions qu'elles développent. En 2024, ces startups ont levé 1,2 milliard d'euros, une augmentation de 63% en un an, témoignant de l'engouement du secteur et de la crédibilité des startups d'intelligence artificielle dans ce secteur en France. Nous avons aussi mené un gros travail du point de vue des infrastructures, avec certains des centres de calcul les plus importants d'Europe, ici en France. Je pense par exemple à Jean Zay, que peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter.
ou GNC, mais aussi un écosystème privé comme Scaleway, Outscale ou OVH, qui aujourd'hui ont déployé des solutions reconnues dans la matière. Depuis 2018, notre pays est engagé, vous l'avez dit, dans une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, dotée de 2,5 milliards d'euros. Elle a d'abord visé le soutien à la recherche fondamentale et la formation d'excellence, qui sont de loin notre plus grand atout en la matière et qui sont reconnus dans le monde entier, comme je le disais, pour construire une expertise et développer des systèmes d'IA à la fois performants, sûrs et économes. L'objectif est clair, bâtir un vivier de compétences qui nous propulsera parmi les leaders mondiaux de l'IA et permettre la création de start-up d'excellence. Nous avons également œuvré à renforcer les liens entre chercheurs, entreprises et industriels afin d'accélérer le transfert de résultats de la recherche vers l'économie. C'est une stratégie qui s'inscrit dans toute la chaîne de valeur, du matériel au calcul. Elle se traduit par des initiatives concrètes comme les clusters IA, les programmes et équipements prioritaires de recherche. Nous avons un PEPR IA qui rassemble le CNRS, le CEA et l'INRIA à Grenoble, que j'ai eu l'occasion de visiter. Les appels à projets pour soutenir les usages d'IA générative dans l'économie. En février prochain, nous avons une occasion unique d'accélérer cette stratégie lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle organisé par la présidence de la République. Ce sommet invitera chefs d'État, chefs d'entreprise, acteurs de l'écosystème, scientifiques et sociétés au sens large pour être un catalyseur et affirmer la position centrale de la France sur la scène internationale de l'intelligence artificielle et nous permettre d'avoir une discussion mondiale sur la façon de relever ensemble les défis et opportunités de cette technologie. Ce ne sera pas seulement un moment de réflexion, il soulignera l'importance cruciale de l'IA dans la course à la compétitivité, particulièrement ici en Europe. Comme le souligne le rapport Draghi, il est urgent d'innover pour rattraper notre retard technologique et d'investir dans l'IA dans au moins 10 secteurs stratégiques, de l'automobile à la santé en passant par l'énergie. L'IA est une technologie transformatrice avec le potentiel d'augmenter significativement la productivité de notre économie et d'accélérer notre transition vers un modèle plus performant. Néanmoins, la France accuse encore un certain retard en matière d'adoption, notamment dans les entreprises. C'est un sujet majeur. J'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreuses entreprises sur la question qui développent un certain nombre de tests d'utilisation de l'IA dans leurs différents travaux, mais qui aujourd'hui peinent à passer à l'échelle. Notre écosystème d'intelligence artificielle, aussi bien public que privé, doit se mobiliser pour ce déploiement à l'échelle de cette technologie, aller au-delà de ces projets pilotes et permettre de proposer des déploiements à grande échelle. De même, nous devons affronter le défi de l'acculturation du grand public, car ces technologies suscitent encore des inquiétudes et une vraie crainte pour l'emploi. Le champ des possibles est ouvert, mais induit un certain nombre de risques sur lesquels il nous convient de mener une réflexion profonde. Désinformation, impact sur l'apprentissage, risques sur la santé et la sécurité des personnes notamment. Ces nombreuses questions restent ouvertes. Nous tenterons d'y répondre aujourd'hui en ayant pour objectif que la France reste à la pointe du secteur, tant du point de vue de la compétitivité de nos entreprises que les garanties offertes aux usagers. L'intelligence artificielle est une révolution technologique qui touche désormais tous les aspects de notre société et les professions du droit, nous y venons, ne font évidemment pas exception. L'arrivée des outils d'IA génératifs, particulièrement au cours des 2 dernières années, représente une opportunité immense pour le secteur, mais aussi un défi collectif que nous devons relever avec ambition et responsabilité. Pourquoi ce sujet est-il crucial ? Le droit est au cœur économique et démocratique de notre pays. L'IA dans le droit ne se limite donc pas à l'amélioration de processus techniques. Elle pose des questions fondamentales sur l'accès au droit, sur les enjeux de compétitivité entre les professionnels et plus largement sur notre souveraineté technologique. Cette révolution s'accompagne d'un double impératif. D'un côté, nous devons saisir les opportunités pour renforcer l'efficacité et la compétitivité des professions juridiques françaises en leur permettant de consacrer davantage de temps aux tâches à forte valeur ajoutée. La Première ministre Elisabeth Borne avait en 2023 lancé la Commission pour l'intelligence artificielle qui avait identifié que les juristes faisaient partie des professionnels les plus exposés à l'IA. Goldman Sachs estime pour sa part que 44% des tâches, non des emplois, juridiques aux États-Unis seront automatisables par l'IA, et le sont déjà. Nous devrons donc veiller à ce que ces professions, comme bien d'autres, opèrent cette transition avec succès. L'autre impératif auquel nous sommes soumis est que nous devons garantir que ce déploiement de ces nouvelles technologies se fasse dans le respect d'obligations déontologiques. Certes, la tâche est grande, mais l'enjeu est de taille, tant les perspectives sont prometteuses pour l'IA dans le secteur.
Premièrement, elle permet d'augmenter la productivité des professionnels, avec un grand nombre de cas d'usage très concrets. Je pense bien sûr à la rédaction, à la synthèse de documents, encore à l'identification de nouveaux arguments. Plusieurs professionnels ont témoigné de ces gains de temps. Les notaires, par exemple, entendent réduire d'1h30 le temps consacré par dossier et celui dédié à la rédaction d'un contrat peut être divisé par 2. C'est très conséquent. Ce temps peut donc être réalloué à des activités où l'apport des professionnels est irremplaçable. Je pense par exemple à l'accompagnement et la stratégie juridique. Le constat que je voudrais, c'est aussi vrai pour nos magistrats. En tant qu'acteurs centraux de notre système judiciaire, ils pourraient eux aussi tirer de grands bénéfices des outils d'IA et jouer à armes égales face aux avocats. Grâce aux gains de temps permis par l'IA, les magistrats pourraient par ailleurs consacrer davantage de temps à leur mission première, rendre une justice équitable, rapide et accessible à tous. Deuxièmement, ces outils peuvent transformer l'accès au droit. Le gain de temps évoqué peut permettre aux professionnels du droit de traiter de plus nombreux dossiers et donc d'accompagner un plus grand nombre de justiciables en leur délivrant par ailleurs de l'information juridique vulgarisée grâce à l'IA. Troisièmement, l'IA porte avec elle des enjeux de souveraineté et d'influence internationale. Nous savons qu'une infime part des données d'entraînement des LLM ou Large Language Models sont des données françaises. En droit, cela implique que les LLM étrangers, particulièrement américains, sont entraînés sur des données majoritairement de common law. Notre vision de l'IA, ce doit aussi être une vision qui promeut à l'international notre modèle et notre culture juridique continentale, avec des LLM entraînés donc sur nos données, des données de droit civil. Ailleurs comme dans le droit, ces perspectives sont évidemment assorties à des risques inhérents aux technologies. L'IA générative peut être soumise à des hallucinations, à des biais algorithmiques. Dans le droit particulièrement, il est primordial d'accompagner et de former les professionnels à une discipline collective, à diffuser les bonnes pratiques et à les mettre en garde contre les mauvaises. Le dynamisme et les perspectives dont je vous parlais à l'instant ne sauraient émerger sans les fameuses legal tech ou ces startups technologiques du droit qui constituent un maillon essentiel de la modernisation de notre secteur juridique. Spécialisées dans le développement de solutions technologiques dédiées au droit, elles sont aujourd'hui des partenaires incontournables des professionnels. Elles apportent des réponses concrètes aux besoins croissants d'efficacité, d'innovation et d'accessibilité que je viens de citer. En France, notre écosystème des legal tech est particulièrement dynamique et prometteur, avec aussi bien des acteurs historiques que des startups qui font bouger les lignes. Je pense par exemple à Predictis, Ordali, Jumondi ou encore Doctrine. Le secteur est en dynamique d'hypercroissance. Son poids économique a triplé en 3 ans, passant de 30 millions en 2019 à 100 millions en 2021. Et il trouve déjà sa place dans la pratique du droit. À cet égard, le barreau de Paris a récemment conclu un partenariat pour équiper 14 000 avocats avec des solutions legal tech. Cependant, je suis convaincue que l'écosystème est loin d'avoir atteint son plein potentiel. La majorité des legal tech restent confrontées à des enjeux de financement et de concurrence internationale. Trop peu d'entreprises françaises parviennent à atteindre une taille critique suffisante pour rivaliser avec des ogres étrangers souvent mieux financés et dotés d'un accès privilégié à des volumes de données considérables. Conscient de ces défis, le gouvernement agit pour accompagner ce secteur et ses acteurs dans leur développement. Notre rôle est de soutenir la transformation au sein de tous les secteurs d'activité, assurant ainsi que les cœurs de métier soient préservés et bénéficient de nouvelles opportunités de développement. Pour assurer ce rôle, nous avons identifié 4 leviers principaux. Le premier, celui du financement de l'innovation, avec des appels à projets et des plans clés. Nous pouvons citer à cet égard l'appel à projet Accélérer l'usage de l'IA générative dans l'économie, qui répond à cette question de l'adoption, donc. Doté de 30 millions d'euros et de plusieurs dizaines de... Doté de 30 millions d'euros et cible des solutions innovantes et réplicables sur plusieurs secteurs, dont le droit. Nous estimons à ce stade que 10% des projets déposés dans le cadre de cet appel à projet concernent directement les professions juridiques. Deuxièmement, un second levier essentiel est la mobilisation de la commande publique pour soutenir nos développeurs de solutions françaises. Des échanges sont en cours, à l'heure où nous parlons, sous le pilotage du ministère de la Justice, pour expérimenter des outils reposant sur de l'IA générative par les magistrats de la Cour d'appel de Paris. Le tribunal de commerce de Paris dotera, lui, les juges et les greffiers d'outils d'IA dès 2025. Les pouvoirs publics doivent accompagner ces expérimentations d'un budget et d'un cadre adéquat, notamment en matière d'exigence quant à l'hébergement et la protection des données personnelles. Troisième levier, celui de la diffusion des usages et de l'acculturation des professionnels pour permettre à ces technologies de trouver leur juste place dans les pratiques.
Sur ce point, des campagnes sont en cours avec des réseaux de professionnels tels que les ordres, les barreaux ou encore l'Union nationale pour les professions libérales qui a fait de l'IA une de ses priorités. Le dispositif IA Booster, piloté par BPI France, complète par ailleurs l'accompagnement de ces entreprises dans l'intégration des outils d'IA générative dans leurs procédures. Les formations initiales et continues en droit doivent enfin faire une place à des modules dédiés à l'IA. Le Conseil national des barreaux a formulé des propositions en ce sens. Pour finir, un quatrième levier, lever les freins au développement des start-up et particulièrement celle des legal tech, maillon essentiel de la chaîne de valeur. Il s'agit avant tout de lever des obstacles structurels. C'est ce qui a été initié avec la mise en open data, des décisions de justice. Bien que cette démarche soit toujours en cours, elle constitue une avancée majeure afin d'accéder à des données de qualité et donc de développer des solutions pertinentes sur nos données. C'était également l'objet de l'appel à projet commun numérique pour l'IA générative qui soutient la création de bases de données ouvertes et qualifiées. Vous l'aurez compris, je souhaite que la France adopte une approche globale vis-à-vis de l'intelligence artificielle, celle d'une vision pour l'avenir, qui est lucide bien sûr sur les défis que nous avons à relever, les menaces à écarter, mais qui prend une approche capable d'inclure l'ensemble des individus, quel que soit leur lieu de résidence ou leur profession, dans ce mouvement d'innovation. À ce titre, je remercie à nouveau votre commission d'avoir lancé ces réflexions spécifiques au métier du droit. Je prendrai connaissance des conclusions de vos travaux avec la plus grande attention. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous allons laisser la parole à nos rapporteurs. Pardon. Je n'ai pas répondu à votre question. Voulez-vous que je réponde à votre question avant qu'on... sur la DGE et allez-y. Et après, on prendra toutes les questions. Allez-y. Je réponds du coup à la question qui m'a été posée. Excusez-moi, j'ai oublié, j'avais pensé. Pas de problème. Donc, nous travaillons en tant que secrétariat d'État chargé du numérique et de l'intelligence artificielle avec, bien sûr, le ministère de la Recherche, qui est notre ministère de rattachement, mais aussi avec les services de Bercy. Et par là même, j'entends en particulier les travaux que mène la DGE dans le secteur. Donc nous sommes en lien avec les services de la Direction générale des entreprises. Je sais qu'ils ont un service dédié à ce sujet qui fait un travail remarquable et qui nous permet de nous éclairer dans les réflexions sur l'intelligence artificielle sur ce secteur spécifique. Avec le ministère de la Justice comme avec les autres ministères, parce que l'IA est très transverse, nous engageons un certain nombre de réflexions, de discussions pour voir comment est-ce que nous pouvons bien travailler ensemble afin d'avancer sur cette priorité qui est la mienne, de diffuser les avantages et les bénéfices de l'IA auprès de toutes et tous et donc des différents ministères concernés. On travaille du coup régulièrement ensemble. Disons que notre ministère a la vision globale et travaille et nourrit cette vision des réflexions sur l'économie en général que porte la DGE et puis avec les ministères concernés sur le déploiement de ce qui peut être mis en place. Par exemple, j'ai parlé de formation. Nous discutions aussi avec, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale et pas seulement le ministère de l'Enseignement supérieur sur cette question. Merci de votre réponse. Elle appelle d'autres questions, sûrement, de nos rapporteurs. Tout d'abord, à qui je laisse la parole, éventuellement de nos collègues. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. On est organisé comme ça, dans notre duo. Merci, Madame la Ministre, de ce propos liminaire. Comme la Présidente l'a souligné, nous avons défini, établi et suivi un programme d'audition extrêmement dense. Et donc, comme il est de coutume dans cette commission, le représentant du gouvernement, le membre du gouvernement vient conclure. Donc, merci d'être présente aujourd'hui devant nous. La création d'un portefeuille ministériel spécifique à l'IA est une bonne chose, au moins du point de vue du signal envoyé. Nous savons désormais que le gouvernement tient l'intelligence artificielle pour un champ conséquent de l'action publique, plus largement de notre économie, qui exige une politique publique à part entière. Quelques remarques cependant. Considérez-vous que l'État met les moyens nécessaires, sachant qu'une précision serait bienvenue concernant le montant global de la stratégie nationale pour l'IA, étant donné que vous avez évoqué tout à l'heure le chiffre de 2 milliards, alors que le représentant de la DGE nous a indiqué 3,2 milliards, et que nous n'avons pas distingué la répartition entre les crédits publics et les crédits privés. Donc ce serait intéressant d'en savoir davantage. Nous passerons sur la situation budgétaire contrainte, mais les investissements publics et privés français paraissent faibles à côté de ce qu'investissent d'autres pays ou d'autres entreprises seules dans l'IA générative. Et
voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Et pensez-vous qu'il revient seulement à l'État de catalyser en quelque sorte l'action et l'investissement privé? Donc, je le disais tout à l'heure, nous nous réjouissons que le gouvernement prenne l'IA au sérieux, mais pensez-vous pouvoir convaincre les professionnels du droit de l'importance de cette évolution technologique? Certaines des personnes auditionnées qui représentaient des professions juridiques, la présidente l'a précisé tout à l'heure, nous avons rencontré absolument les représentants de toutes les professions, semblaient, excusez-moi, de la familiarité du jugement ou de l'appréciation, pas totalement adaptés ou conscients des enjeux de l'IA générative. Pourtant, le progrès de technologie nécessitera nécessairement une adoption de celle-ci par les acteurs privés et sa maîtrise. Et cette adoption conditionne l'effet vertueux de l'IA générative. Nous avons été frappés également du dynamisme des Legal Tech, même s'ils usent de termes parfois volontairement flous, qui laissent entendre que leur service s'apparente à une consultation juridique, qui est, mais vous le savez, un monopole des professions réglementées. Nos auditions ont démontré qu'un arbitrage interministériel n'existait pas en la matière, puisque la DGE, d'un côté, est favorable à l'inscription dans la loi d'une définition de la consultation juridique, dans un souci de lisibilité et de clarification du droit, tandis que le ministère de la Justice souhaite, semble-t-il, maintenir cette définition dans le domaine jurisprudentiel. Donc ce serait utile que nous sachions, en tant que secrétaire d'État, votre position sur le sujet, sachant qu'avec le nombre d'avocats ou d'avocates que vous avez dans cette salle, nous sommes extrêmement, pointilleux et exigeants sur le concept de consultation juridique. Je ferme la parenthèse. À toi. Oui. Je donne toujours le top départ. Si Madame de La Gontrie voulait bien éteindre votre micro. Certainement. Je vous remercie, vous êtes très urbaine. Monsieur Christophe-André Frassa. Merci, Madame le Président. Madame la Ministre, merci pour vos propos et des premières réponses que vous avez apportées à la Présidente. Marie-Pierre de La Gontrie vous a interrogé sur les acteurs privés qui ne se sentent pas concernés par le développement de l'intelligence artificielle générative, en tout cas pas tous. Moi, je souhaiterais vous poser une question au sujet des acteurs publics, et au premier rang desquels, évidemment, puisque notre mission d'information se concentre sur les métiers du droit, le ministère de la Justice. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous remercier pour votre engagement, le dynamisme qui transparaît dans vos propos, parce que le sentiment que nous avons eu était un peu plus mitigé tout au long de nos auditions, parce que je ne reviendrai pas sur les difficultés, dirais-je, que nous avons rencontrées pour recevoir les services de ce ministère qui, de mon point de vue, semble, on va dire, dangereusement dépassé. Au premier sens du terme, hein, non pas au sens, mais vraiment dépassé par la rapidité des évolutions technologiques entraînées par l'intelligence artificielle générative. Je dirais même d'une manière générale, les services de l'État, et c'est pour ça qu'en premier lieu, je souhaiterais que vous puissiez nous rassurer sur l'approche de l'État lui-même en matière d'intelligence artificielle générative. Lorsqu'on s'est adressé aux différents services de l'État, souvent, quand on parle intelligence artificielle générative, la réponse oublie générative. On parle d'intelligence artificielle. Et c'est là que nous avons besoin, Madame la Ministre, de quelques assurances et d'être rassurés sur le fait que l'approche de l'État lui-même en matière d'intelligence artificielle générative est bien celle à laquelle nous sommes en droit de nous attendre, c'est-à-dire qu'il en prend la pleine mesure et que sur tout ce que nous vous avez dit et sur l'approche, parce que le mois de février, c'est ça, oui, c'est 10-11 février, le sommet, l'État va bien plaider pour les acteurs publics la cause de l'intelligence artificielle générative en faisant des propositions fortes. Au-delà, avez-vous entendu, surtout Madame la Ministre, les inquiétudes ou les difficultés
du ministère de la Justice en la matière. Et ça nous a assez fortement frappé, aussi bien ma collègue que nos administrateurs, qui nous ont épaulés depuis le mois de mai, où nous avons démarré notre mission d'information. Ces services apparaissent en effet contraints. Ils avancent péniblement avec, je dirais, si vous me permettez cette image et cette expression, un double boulet, c'est-à-dire un attaché à chaque pied, ce qui ne facilite pas la marche. Un boulet tout d'abord juridique, car certaines réglementations les empêchent tout simplement de recourir à des logiciels avec la même facilité que les acteurs privés. Du côté, non du ministère de la Justice, mais de la magistrature administrative, le Conseil d'État estime par exemple qu'il lui faudra, au regard de ces contraintes juridiques qui s'imposent à lui, développer en interne un outil d'IA générative. Cela semble pour le moins délicat au regard des moyens nécessaires au développement de celle-ci. Alors que dans le même temps, Bercy nous a... enfin, c'est pas Bercy qui nous l'a dit, mais je crois que c'est la DILA qui nous l'a dit. Bercy a développé sa propre IA générative. Pour le tri, vous me direz, c'est beaucoup moins, j'allais dire, important en termes de sécurité nationale, mais ils l'ont fait, un outil d'IA générative pour le tri de la masse d'amendements à l'occasion des projets de loi de finances. Ils l'ont développé en interne. Donc, ils pourraient peut-être faire profiter de leur savoir-faire leurs petits camarades d'autres administrations. Et donc, le second boulet à l'autre pied qui empêche d'avancer, c'est un boulet numérique. Nous connaissons tous le retard de la chancellerie en matière numérique, voire, et c'est là que vraiment le boulet prend toute son ampleur, informatique, c'est-à-dire l'équipement. Combien de trains de retard les professions juridiques ont-elles sur l'IAG ? Et comment envisagez-vous aujourd'hui d'aider ce ministère de la Justice à le rattraper ? Voilà, je gâche un peu la fête, mais c'est vraiment, j'allais dire, synthétiser les retours que nous avons eus de la part de ce ministère qui est au cœur finalement des acteurs publics dans la partie de notre mission d'information, et c'est une synthèse qui relève vraiment, j'allais dire, les distorsions entre les différents services du service public de la justice. Voilà, merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le rapporteur. Je crois qu'il n'y a personne inscrit pour poser des questions, donc je vais vous repasser la parole, Madame la Ministre, et vous voyez l'intérêt de venir à la fin des auditions. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, en fait, j'entends dans les différentes questions qui ont été posées une question un peu plus globale de est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt d'un point de vue de l'État à accompagner cette transformation ? Est-ce qu'on est prêt d'un point de vue des usagers, qu'ils soient privés ou qu'ils soient des acteurs publics ? Et comment est-ce qu'on fait en sorte de le devenir prêt ? Parce que je crois qu'on a tous envie de le faire. Déjà, je voudrais... vous me direz si ça vous rassure, mais peut-être en tout cas remettre un peu de contexte autour de la question de est-ce qu'on se sent prêt ? Quand une technologie arrive sur le marché qui est aussi transformative, je pense qu'il est normal qu'on se pose un certain nombre de questions et qu'on se demande en tant qu'usager comment est-ce que ça va changer ma vie. On parle ici des professions juridiques, mais on a le même son de cloche dans un certain nombre de professions, et c'est pour ça que dans ma feuille de route, je vous le disais, des sujets auxquels je serai très attentive, c'est de faire en sorte qu'on puisse non seulement être dans le train de l'IA, mais raccrocher absolument toutes les professions dans ce train-là, parce qu'il faut dépasser l'appréhension que peut créer la nouveauté pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Si on est un pays qui a de très belles entreprises d'intelligence artificielle, mais que dans la réalité du terrain, personne n'utilise les solutions qui sortent de ces entreprises, nous ne verrons pas beaucoup de bénéfices, que ce soit sur la productivité ou sur la manière dont l'IA peut améliorer le travail d'un certain nombre de nos concitoyens. Donc le sentiment en soi est normal, il est partagé. Quand on regarde des études internationales, on a ce même sentiment. J'étais, je le disais la semaine dernière, au cœur de la Silicon Valley à San Francisco, et ces questions viennent aussi fortement que ce qu'on peut le voir chez nous. Mais la réponse une fois qu'on dépasse un peu cette appréhension,
la réponse de est-ce qu'on est prêt? Oui. On est prêt, mais il va falloir accompagner. Et c'est pour ça que la deuxième étape de cette stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, elle est vraiment autour de l'accompagnement et du déploiement. Ça me permet de faire le lien avec votre question sur le budget. Sur le budget qui avait été déployé sur l'intelligence artificielle, on parle donc bien de 2,5 milliards d'euros publics, d'argent public, qui se déployait entre deux phases. Une première phase recherche, création de solutions de 1,5 milliard et une deuxième phase avisée de ce déploiement dans l'économie d'1 milliard. Donc c'est vraiment ces deux jambes, à la fois créer les solutions, mais les diffuser pour pouvoir permettre d'en tirer tous les bénéfices. Du coup, le chiffre que vous avez, je pense, prend en compte un certain nombre de montants d'investissement privé. Parce que comme dans toute stratégie d'innovation, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou sur les autres technologies de mon portefeuille, la vision de l'État, c'est bien sûr que l'État doit impulser un certain nombre de choses qu'on a fait avec la recherche, avec les capacités de calcul sur l'IA, mais le secteur privé doit aussi prendre sa part pour pouvoir abonder dans la création d'un écosystème solide. Du coup, pour revenir à ma question de l'adoption et de comment on dépasse cette appréhension qui est créée par l'IA, on est prêt déjà d'un point de vue des solutions, on est prêt l'État à accompagner ce changement parce qu'on est vraiment en amont. Depuis 2018, la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle est en cours. Elle repose sur un certain nombre de rapports qui avaient été publiés à cette époque-là et nous permet d'ailleurs d'être là où on en est aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu tout l'investissement qui avait été mis depuis 2018, on n'aurait pas aujourd'hui les Mistral AI, les QTI et ce genre de laboratoires qui développent des modèles d'intelligence artificielle à la pointe que l'on voit aujourd'hui. Donc on a su prendre le sujet en amont. On a su pouvoir se doter et renforcer nos compétences là où on a le plus de compétences, c'est-à-dire les talents, mais aussi l'infrastructure, grâce à notre accès à une énergie stable et verte, grâce au nucléaire, qui fait qu'aujourd'hui on a des solutions et donc que c'est vraiment la question de l'adoption qui est celle qui est la nôtre et qui nous occupe. Bien sûr, il faut continuer à renforcer les solutions parce que la technologie va très vite. Et donc, quand on pense adoption, on pense bien sûr aux usagers. C'est une question de comment est-ce que ces usagers vont se saisir de ces technologies. Là aussi, je serais plus optimiste parce que je pense que nous avons la bonne démarche, celle, comme je le disais, avec les différents appels à projets qu'on a pu mener, notamment celui d'accélérer les usages de l'IA dans l'économie, mais aussi un certain nombre d'appels à projets que nous allons pouvoir déployer de maintenant au sommet du 10 et 11 février. Nous annoncerons un dispositif qui va nous permettre de lister les cas d'usage sur les différents métiers pour donner de façon très concrète en visibilité un certain nombre de bonnes pratiques et permettre à chacun de pouvoir voir comment les personnes de leur profession utilisent l'intelligence artificielle générative. Nous allons lancer un dispositif de ce type cette semaine avec le ministre Antoine Armand. Donc nous avons les dispositifs qui vont nous permettre de rendre très concrets les cas d'usage, accompagner à la diffusion de ces cas d'usage dans l'économie et via un certain nombre de dispositifs et s'assurer que nous pouvons ainsi lever les barrières de l'appréhension et permettre que les professions puissent se saisir de ces outils. Sur la question du secteur public, j'entends votre question. Nous avons entamé un travail maintenant depuis un peu plus d'1 an et la DGE a piloté une partie de ce travail de pouvoir accompagner aussi d'un point de vue public la diffusion de cette technologie d'intelligence artificielle, de faire un certain nombre de tests que j'ai listés dans mes propos introductifs au vu des différentes professions et de pouvoir du coup les acculturer aussi à l'utilisation de ces technologies. Donc je pense que nous prenons la bonne voie. Est-ce que aujourd'hui, je peux vous assurer avec certitude que tous les avocats, tous les magistrats utilisent l'intelligence artificielle? Non. Est-ce qu'ils y sont sensibles et nous allons les accompagner pour s'assurer que ce déploiement va se faire et va se faire de manière rapide? Oui, c'est sur ça que nous sommes mobilisés. Sur la question de est-ce qu'on développe pour ce faire des outils publics,
et la nécessité et la possibilité et les compétences pour développer ces outils, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut regarder à la fois ce qui existe sur le marché. J'ai cité un certain nombre d'entreprises, Doctrine en est une, qui ont des solutions qui aujourd'hui, mises dans les mains d'une partie de la profession, apportent déjà des très grands avantages en termes de productivité. Ensuite, il faudra aussi regarder sur certaines professions si ces outils ne sont pas en mesure d'apporter les réponses ou si, pour des raisons réglementaires, elles ne peuvent pas apporter ces réponses, la capacité de développer nos propres outils. Là-dessus, je suis assez optimiste aussi parce que vous avez cité un certain nombre de travaux qui ont été faits déjà aujourd'hui, mais on aurait pu aussi parler de la DINUM. La DINUM a fait un très grand travail de développement d'outils souverains au service des agents de l'État dans les dernières années, pas nécessairement sur ce sujet-là, mais je pense par exemple à la messagerie instantanée CHAP qui permet à tout agent de l'État de pouvoir communiquer en instantané. Je pense à un certain nombre d'outils qu'ils ont déployés. Ils ont d'ailleurs déployé eux-mêmes un propre modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle Albert. Et donc on pourrait imaginer aussi, s'il est nécessaire, c'est-à-dire si sur le marché il n'y a pas de solutions qui peuvent répondre aux professions qui ont ces besoins, développer quelque chose de ce point de vue-là. Elle a montré sa capacité à le faire et je suis sûre qu'elle saurait se saisir de par tous les échanges qu'on a pu avoir avec la DINUM depuis ma prise de fonction de ce type de problématique. Donc vous avez parlé de boulets juridiques et numériques. Moi, je vois plutôt des opportunités de se dire, on a une technologie qui est tellement transformative aujourd'hui qu'elle peut nous permettre finalement de sauter quelques étapes et de mettre des outils qui vont vraiment changer la façon dont travaillent les professionnels du droit entre leurs mains. Parce qu'en quelque sorte, et c'est là ce qui me semble le plus intéressant avec cette technologie, on a à la fois un secteur avec des innovations de rupture qui demande beaucoup d'investissement, une agilité pour en effet s'assurer qu'on propulse l'intelligence artificielle générative à sa hauteur, mais en même temps c'est une technologie qui peut nous permettre de finalement raccorder un peu ce fossé que les personnes pouvaient avoir vis-à-vis du numérique, parce qu'aujourd'hui cette technologie elle permet quoi? Elle permet à quelqu'un qui n'a jamais appris à coder de coder, à quelqu'un d'utiliser la commande vocale pour accéder à un certain nombre de services, de prendre des notes, bref, vous connaissez ça aussi bien que moi. Merci Madame la Ministre. Alors encore deux questions. D'abord Madame de la Gontrie qui souhaite reprendre la parole et moi aussi. Madame de la Gontrie. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre réponse, comment dire, n'est pas totalement satisfaisante concernant la chancellerie. Concrètement, ce que nous avons perçu de nos auditions multiples, c'est qu'il y a deux trains qui avancent et qui utilisent l'IAG. Le train de la profession, avec des difficultés juridiques, des difficultés financières, des difficultés, etc., et qui avance assez rapidement, même si les éditeurs sont prêts de manière inégale. Okay. Bon. Et le train de la chancellerie est toujours en gare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ils envisagent éventuellement d'avoir un premier projet l'année prochaine. Enfin bon, pourquoi est-ce que ça nous pose problème? C'est pas parce qu'on est des fous furieux de l'action de l'État ou que sais-je. Enfin bon, c'est que la chancellerie, ça veut dire les magistrats, et qu'un gouffre est en train de s'installer entre les professions judiciaires, dont on peut espérer qu'elles ont recours à une IAG de qualité, c'est-à-dire fondée sur des jurisprudences françaises, etc., et qu'elles savent évidemment s'en servir de manière prudente, etc. Bon, ça, c'est le monde idéal, mais admettons. Et nous avons le monde de la magistrature, qui n'est visiblement, de ce qu'on a compris, absolument pas en passe d'être équipé de quoi que ce soit. Et pourtant, ils sont dans des procédures adversaires, pas nécessairement, mais bon. Donc, c'est ce fossé-là qui nous a préoccupés. Et nous n'avons pas été rassurés ni lorsque nous avons rencontré la DGE, ni lorsque nous avons rencontré, avec les difficultés évoquées par mon collègue, Christophe-André Frassard, par la chancellerie.
Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que votre réponse n'est pas... Parce que vous parlez appréhension, accompagnement. On n'en est même pas là. C'est que visiblement, ils n'ont pas ce type d'outils à disposition. Alors, la série de questions, ensuite vous répondrez, madame, si vous voulez bien. Je rebondis, je prends le train qu'a lancé madame de La Gontrie, parce que je me suis posé un peu la même question. Je me demande si, pour des raisons de fond qui tiennent au rôle de l'État, et pour des raisons budgétaires que nous connaissons tous, il ne serait pas raisonnable que le gouvernement se désintéresse des professions juridiques indépendantes, qui, après tout, ont toujours su se débrouiller sans l'État, puisque par définition, lorsqu'elles sont passées de la machine à écrire à l'ordinateur, personne ne leur a demandé ce dont elles avaient besoin. Et si l'État ne devrait pas laisser les professionnels privés faire ce qu'ils ont à faire de leur côté, ce qui a toujours été le cas, et se concentrer sur la sphère publique qui souffre d'un décalage assez cruel qui vient d'être rappelé et qui donc a encore plus besoin du rôle de l'État. Et n'est-ce pas le rôle de l'État que s'occuper du public et peut-être de laisser le privé vivre sa vie? C'est une question. Monsieur Frassa. C'est une question connexe à vos deux questions. Ce qui est apparu dans l'ensemble des auditions que nous avons menées, que ce soit auprès des acteurs publics et des acteurs privés, c'est la formation. La formation des professionnels actuellement en fonction et la formation des futurs professionnels, c'est-à-dire des étudiants. Et je pense que ça doit commencer bien avant qu'ils soient étudiants, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans leur formation de jeunesse, c'est-à-dire les lycéens. Est-ce qu'il y a dans la boucle, si je puis dire, des acteurs gouvernementaux, vos collègues de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur actuellement, j'allais dire connectés, sans faire de mauvais jeu de mots, à toute la thématique de l'IA générative sur les aspects de formation et d'enseignement selon les âges, parce que ça nous semble être un des enjeux majeurs de l'arrivée de cette nouvelle technologie. Je veux dire, certains l'ont dit, et je suis assez proche de le croire, qu'après l'imprimerie et Internet, l'IA générative sera la troisième révolution humaine. Et c'est un train, pour filer la métaphore, à ne pas louper et surtout à ne pas rester sur le quai alors qu'il est déjà parti. Et ça sera la fin de ma question. Merci, monsieur Rassa. Madame la ministre, c'est à vous. Oui, alors j'entends les réflexions qui sont les vôtres suite aux différentes auditions. Et déjà, je vous remercie de me partager ce ressenti. Je pense que c'est pour ça que je lirai aussi très attentivement le rapport que vous remettrez pour prendre connaissance de ces difficultés dans le détail. Je pense quand même qu'il ne faut pas se dire que c'est simplement la justice qui est dans cette situation et que de nombreux métiers sont... Non, bien sûr, mais c'est pour vous remettre un peu le contexte que les difficultés que rencontrent les professionnels du droit sont rencontrées dans un certain nombre de secteurs et que notre rôle, c'est d'engager ce travail interministériel pour pouvoir embarquer au mieux tous les acteurs publics, par contre aussi privés, et ça je le maintiens. Il me semble que ça serait une erreur de se dire que le privé va se saisir de la technologie et s'en emparer par elle-même. Quand on parle aujourd'hui aux entreprises, non, quand on regarde les chiffres d'adoption de l'intelligence artificielle, la France est le dernier pays au niveau de l'européen avec moins de 10% des entreprises qui ont vraiment mis en place des solutions. Sur la question des professions du droit, les acteurs privés sont peut-être en avance par rapport aux acteurs publics, mais il nous faut continuer à porter les dispositifs des deux côtés et ne pas créer un décalage entre les actions qui pourraient être menées dans le secteur privé par rapport au secteur public. Pour revenir à votre question de la formation et de la sensibilisation, tout à fait, c'est exactement la méthode qui est la nôtre, de voir comment est-ce qu'on peut déjà mieux comprendre l'évolution des métiers. On a lancé une initiative qui s'appelle Labor IA, qui vient réfléchir à l'évolution de ces différents métiers et comment l'intelligence artificielle peut apporter des choses auprès de ces métiers. Et ensuite, comment les formations peuvent
acculturer les élèves à l'utilisation de ces outils. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui vise à faire exactement ça dans chaque discipline, pouvoir revoir et créer des formations plus adaptées avec l'arrivée de ces métiers. Concernant principalement le métier des magistrats, dont j'entends qu'il est celui qui semble avoir le plus de difficultés aujourd'hui. Nous avons déjà eu quelques échanges avec le ministère de la Justice. Nous pourrons poursuivre bien sûr ces échanges ensemble pour voir comment les accompagner au mieux pour pouvoir accélérer. Si vous avez l'impression que c'est ici que l'action doit être la plus appuyée, en tout cas, c'est toujours notre méthode, que ce soit dans le droit ou dans les autres secteurs, de se dire comment est-ce qu'on peut avant tout embarquer le secteur public dans la transformation, parce que quand nous pensons à toutes les transformations que peut présenter cette technologie, bien sûr, loin de nous est l'envie que simplement les acteurs privés puissent en bénéficier, et parfois la marche est plus haute, il est vrai, du côté du public. Merci Madame la Ministre. Je crois que nous avons terminé notre série de questions. Je remercie les rapporteurs et je vous remercie bien sûr également d'être venus clôturer ces auditions. Vous aurez bien sûr connaissance du rapport que les rapporteurs ne manqueront pas de vous adresser. Merci.